Lundi 14 février 2011, Patricia Bouchon disparaît pendant qu'elle fait son jogging. Dès le départ, cette disparition apparaît comme une disparition très inquiétante. Quelques semaines plus tard, son corps est retrouvé. Qui pouvait en vouloir à cette mère de famille, apparemment sans histoire? C'est pas parce que c'est ma sœur, mais elle avait du cœur et soucieuse des autres, respectueuse. Quel est le mobile du tueur? Dès le début, on pense à un prédateur sexuel. Il y a très vite une sensation de psychose. Où se cache le meurtrier? Les gens sont plus persuadés que jamais que le criminel est quelqu'un qui vit dans les alentours. Il s'est pas passé une seule fois, une seule journée où je me suis dit que j'ai peut-être croisé le tueur de ma femme. Toutes les hypothèses sont envisagées. La véritable angoisse, c'est est-ce qu'on est face à un criminel en série? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est l'opportunité? Ou est-ce qu'on est sur quelqu'un d'organisé? C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Haïry, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur les derniers développements de cette affaire. Il y a 4 ans, nous avions consacré un numéro de non élucidé au meurtre de Patricia Bouchon, dans le petit village de Bouloc, près de Toulouse. Cela se passait en 2011. Patricia Bouchon avait disparu alors qu'elle faisait son footing quotidien et son corps avait été retrouvé quelques semaines plus tard. Le meurtre de cette mère de famille de 49 ans avait alors défrayé la chronique. Encore une joggeuse sauvagement assassinée. Et toujours les mêmes questions. Le meurtrier connaissait-il sa victime ou bien étions-nous face à un prédateur sexuel? Pendant plusieurs années, la section de recherche de Toulouse a suivi de nombreuses pistes et suspecté plusieurs individus, sans résultat. Mais en février 2015, soit 1 an après la diffusion de notre émission, Coup de théâtre, un homme est interpellé et mis en examen pour le meurtre de Patricia Bouchon. Je vous propose de revenir sur cette affaire hors du commun et sur ses derniers rebondissements. Le 14 février 2011, comme tous les matins, Patricia Bouchon se réveille à 4h20. Cette mère de famille de 49 ans se lève pour aller faire son jogging sur les routes de Bouloc. Vêtue d'un pantalon de survêtement sombre et d'un coupe-vent, elle enfile ses baskets avant de s'élancer sur la départementale D63. Une route bien éclairée. Elle n'a ni baladeur, ni téléphone portable sur elle. Patricia Bouchon est prudente. Elle court toujours dans le sens inverse de la circulation pour voir les voitures qui pourraient arriver face à elle. Tout autour d'Ambouloc, c'est la nuit noire. Son mari, Christian Bouchon, dort encore jusqu'à 6h moins le quart, heure à laquelle son réveil sonne. Je me lève normalement et là je me rends compte que ma femme n'est pas là, elle est partie courir. Je suis pas inquiet, elle est partie courir. Je suis un peu étonné qu'elle soit pas là, mais pas plus que ça, quoi. Christian Bouchon se prépare, comme il a l'habitude de le faire, puis il prend son café. Comme tous les lundis matins, son sac est prêt, car il quitte Bouloc pour aller travailler toute la semaine à Bourg-en-Bresse. Cela fait maintenant plus d'1h30 que Patricia Bouchon est sortie faire son jogging. Son mari sait pourtant qu'elle ne court jamais plus de 45 minutes. Je décide de prendre la voiture et d'aller en ville, quoi, d'aller voir, d'essayer de trouver à peu près le parcours où elle va courir habituellement. Bon. Donc je me suis dit, elle est sur une route par là, en train de courir, elle s'est pas rendue compte de l'heure. Enfin, je sais pas ce que je pense à ce moment-là, mais je commence à m'inquiéter un peu. C'est pas du tout son habitude, quoi. Christian Bouchon roule vers le centre-ville de Bouloc. Il suit la D63, puis la D4. Sa femme n'y est pas. Il interroge le propriétaire de la station-service, qui voit passer son épouse tous les jours, quasiment à la même heure. Mais ce matin, le pompiste n'a pas vu Patricia Bouchon courir. À 6h30, Christian Bouchon est toujours à la recherche de sa femme. Cela fait maintenant près de 2 heures qu'elle a disparu. L'inquiétude grandit. Je vois un camion, toute lumière allumée, type SAMU, ambulance, pompier, je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi, je me dis elle est dedans. Elle est dedans, elle s'est fait renverser, elle a eu un accident, elle est dedans. Paniqué, persuadé que son épouse a été transportée à l'hôpital, Christian Bouchon rentre chez lui pour téléphoner aux pompiers.
On m'envoie sur la personne qui chapeaute tous les appels téléphoniques d'urgence. Et je demande à cette personne s'il y a eu un accident à Bouloc, j'ai vu un camion passer. Bon, je tombe sur quelqu'un qui me dit je me renseigne, je vous rappelle. Quelques minutes plus tard, Christian Bouchon apprend qu'aucun accident n'a eu lieu dans la ville. Seule une personne âgée a fait un malaise cardiaque sur Bouloc. Une affaire qui n'a aucun rapport avec la disparition de son épouse. Et là, l'inquiétude est à son compte parce que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se... Donc j'appelle la gendarmerie. Il est 6h45 lorsque Christian Bouchon appelle les gendarmes. Dès 7h, ils arrivent chez lui. À peine un quart d'heure plus tard, les recherches commencent. Dans ce malheur, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que la gendarmerie a tout de suite pris en considération l'importance du drame qui était en train de se... Alors c'était pas encore un drame, c'était quelqu'un peut-être évanoui quelque part, un accident, renversé, quelqu'un qui l'a emmené à l'hôpital, on ne sait pas. Je savais rien. Dans la matinée, les médias apprennent eux aussi la nouvelle. Cette disparition d'une joggeuse les intéresse immédiatement. On n'est pas sur le profil d'une femme fugueuse. Les premiers éléments qu'on récolte nous laissent penser que c'est pas non plus une femme suicidaire. Et puis il y a le contexte. Elle disparaît au moment de son jogging. Il y a des précédents assez dramatiques dans l'histoire récente de joggeuses qui ont été agressées pendant qu'elles couraient. Du coup, on décide de se rendre sur place pour essayer de savoir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les premières constatations des enquêteurs. À 8h15, les brigades cynophiles fouillent les alentours de la maison de Patricia Bouchon. Au même moment, l'hélicoptère de la gendarmerie commence à survoler Bouloc et ses environs. À midi, la zone de recherche est élargie. Sur la commune de Bouloc, il y a à peu près 300 ou 350 gendarmes. Je ne sais pas si vous imaginez, sur un petit territoire comme ça, il y a le cœur de la commune, et même s'il y a la zone rurale, on ne voit circuler que des véhicules de gendarmes, un petit peu partout, qui vont fouiller sur un territoire à peu près de 10 km autour de la commune de Bouloc. Dans la matinée, la population assiste aux premières battues des gendarmes, qui se lancent à la recherche du moindre indice. Les fossés, les ravins et la forêt sont ratissés. Chaque centimètre carré de la ville est passé au peigne fin. Des équipes de plongeurs arrivent pour sonder les lacs et les rivières. La ville de Bouloc se transforme et prend un tout nouveau visage. Je m'en souviens bien, oui, parce que c'était un peu surprenant de voir autant de gendarmes sur la commune. On n'avait jamais été jusqu'à présent confronté à une situation semblable. À 9h du matin, Carline Bouchon, la fille de Patricia, est chez elle à Toulouse. Elle reçoit un appel téléphonique qui provient du portable de sa mère. Mais quand elle décroche, elle entend la voix d'un homme. C'est un gendarme qui lui annonce la disparition. Immédiatement, elle rejoint son père à Bouloc et découvre que la petite ville est envahie par les militaires de la gendarmerie. C'est choquant et en même temps, moi pour ma part, je me disais c'est pas possible qu'ils mettent tous ces moyens pour retrouver ma mère alors que c'est un simple accident. La jeune femme a du mal à réaliser la gravité de la situation. Elle espère un dénouement rapide et s'invente des scénarios rassurants. On va nous appeler pour nous dire qu'elle est à tel hôpital ou que si on l'a retrouvée, elle s'est un peu blessée, elle s'est cassée une jambe, elle peut pas marcher, quoi. La nouvelle de la disparition se répand dans le village. Et je vois des gendarmes partout. Plein le parking. Ils montent avec les voitures et tout. Bon. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me dire. Ils me font comme ça. On cherche quelqu'un qui a disparu. Depuis ce matin. Alors ils me montrent la photo. Mais j'ai dit, je la connais. Elle fait la course à la pied, je la vois toujours passer là. Oh, j'ai dit, c'est pas possible, ils vont la retrouver, je me suis dit. Cela fait maintenant près de 24 heures que Patricia Bouchon a disparu. Où est-elle? Pourquoi ne la retrouve-t-on pas malgré les moyens mis en œuvre? C'est un vrai traumatisme au sein de la population. Bon, et puis c'est sûr, tout le monde pense aussi à la famille. Quand même, donc il y avait un mari et une fille quand même qui étaient dans l'attente d'informations. Christian Bouchon assiste impuissant aux recherches.
Il attend, espère des nouvelles et prend conscience petit à petit de l'extrême gravité de la situation. Si on met autant de moyens, c'est que c'est très grave. Et là, on commence à penser au pire. Ils cherchaient partout. Là, on se dit, on ne cherche pas quelqu'un de vivant. Plusieurs centaines de gendarmes, tout fouillé. On ne cherche pas quelqu'un de vivant. Les heures passent et l'inquiétude grandit. Toute la journée, les gendarmes font du porte-à-porte dans le village, mais ils ne recueillent aucune information permettant d'orienter leurs investigations. Le lendemain de la disparition, un témoignage spontané va relancer l'enquête. Un couple de retraités vivant à Bouloc se présente à la gendarmerie pour faire des révélations importantes. Les deux témoins disent aux gendarmes avoir appris la disparition de Patricia Bouchon en écoutant la radio. Ils savent juste que la joggeuse a disparu dans la nuit du 13 au 14 février. Ils racontent avoir été réveillés cette nuit-là par du bruit dans le petit chemin qui longe leur maison. Ils dorment avec la fenêtre ouverte. À 4 heures du matin, ils ont entendu quelque chose. Ils ont entendu des cris, visiblement, ce qui pouvait ressembler à une lutte entre deux personnes, des éclats de voix, et puis ils ont entendu quelqu'un pleurer. À peine sortis de leur sommeil, les retraités pensent avoir été témoins d'une scène de ménage. Et la première chose qu'ils vont apporter aux enquêteurs, c'est que c'est une voix d'homme qui s'adressait à quelqu'un. Et ce qui va être assez troublant pour les enquêteurs, c'est qu'il y a des bribes de phrases qui vont être entendues par ce couple. Et manifestement, la personne, cette voix masculine, s'adresse à l'autre personne présente sur le mode du tutoiement. Les phrases qui vont être rapportées par ce couple, c'est excuse-moi, excuse-moi. Des cris, puis du silence. Un homme qui pleure en s'excusant, et puis une voiture qui repart. Le couple de retraités dit avoir vu à travers ses fenêtres un véhicule quitter doucement l'impasse. À l'issue du témoignage du couple, les gendarmes se rendent sur place. Il est 19h45 lorsqu'ils arrivent dans cette petite impasse, située à la sortie de la commune de Bouloc. Une ligne droite, légèrement en descente, qui dessert 3 résidences individuelles depuis la route principale. Il n'y a aucun éclairage sur le chemin. À 40 mètres de l'entrée de ce chemin, les gendarmes découvrent des traces de sang et un élastique pour les cheveux. Un morceau de doigt de gant en latex et des cheveux sont également découverts au sol. Un piercing de nez se trouve parmi les cailloux. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches et s'enfoncent dans l'impasse. 70 mètres plus bas, ils découvrent une autre trace de sang, mais plus importante, infiltrée dans le sol. Et puis une boucle d'oreille et son fermoir, ainsi qu'une nouvelle touffe de cheveux. Les techniciens en identification criminelle commencent leurs investigations. Tous les indices sont répertoriés un à un. Ils sont mesurés et photographiés avant d'être prélevés pour être analysés. Le moulage d'une trace de pneu est effectué. Mais le corps de Patricia Bouchon reste introuvable. Dans l'urgence, sans avoir le temps d'attendre les résultats des analyses de sang et des cheveux prélevés dans l'impasse, les enquêteurs cherchent à relier cette scène d'agression à Patricia Bouchon. Ils décident de solliciter le mari de la joggeuse. On vous dit, venez me voir, venez avec moi. Est-ce que vous reconnaissez ça? Et là, on vous sort son piercing et une boucle d'oreille. Évidemment que vous le reconnaissez. Bon. Et on vous dit, on a trouvé ça dans un petit chemin avec une grosse trace de sang. Alors là, vous essayez de vous mettre les idées en place. Et vous posez la question toute simple, mais une grosse tache, ça veut dire quoi? Au moins 1 litre de sang. Là, c'est la terre qui s'effondre. Il est fort probable que Patricia Bouchon soit la femme que les témoins ont entendu crier dans l'impasse. Il est également fort probable que le sang retrouvé sur la scène de l'agression soit le sien. Mais où se trouve-t-elle? Est-elle encore vivante? Sa fille se raccroche encore à cet espoir. Je me dis, bon, elle s'est faite agresser, il y a eu un conflit.
c'est grave. Mais en même temps, si elle n'est pas sur place, c'est que forcément elle est encore en vie. On peut quand même la retrouver, quoi. Forcément, on espère, malgré, je dirais, l'évidence quelque part, parce que bon... On n'est pas monstrueusement idiot, donc on se dit, quelqu'un qu'on retrouve une boucle d'oreille, son piercing au nez et 1 litre de sang par terre, dans un chemin, là ça fait mal, là. Parce que votre imagination galope et là on commence à se faire des gros films, quoi. Et ça va plus bien. Jean-Marc, quand nous avons réalisé cette émission, c'était seulement 3 ans après les faits. Et je me souviens que pendant le tournage, les habitants de Bouloc venaient nous voir et nous disaient à quel point ils espéraient que cette affaire soit un jour élucidée. Oui, cette petite commune de 4000 habitants a été profondément marquée, profondément secouée par le meurtre de Patricia Bouchon. Au moment de sa disparition, les habitants ont participé aux côtés des gendarmes, aux recherches, aux battues. Ce sont bien sûr des choses qu'on n'oublie pas facilement. Et il y avait aussi la peur de voir le meurtrier repasser à l'acte. Bien sûr, c'est parfaitement irrationnel, mais les habitants se disent, s'il a frappé une fois, il peut frapper une seconde fois. Puis ils se disent aussi, peut-être qu'il achète son pain en même temps que moi à la boulangerie, peut-être qu'il vient chercher et conduire ses enfants à l'école en même temps que moi. Tout ça crée bien sûr une psychose, un sentiment d'angoisse. En nous rendant sur place, nous avons refait de nuit le parcours que Patricia Bouchon empruntait tous les jours pour faire son jogging. Et nous nous sommes rendus compte qu'une partie de ce trajet se faisait sur une départementale située en dehors de Bouloc et totalement déserte. Oui, c'est toujours très intéressant d'aller sur les lieux. Quand j'étais en activité, je me rendais sur place pour avoir une vision concrète de l'affaire, de la situation. Et même quand j'ai dirigé des services relativement importants, j'allais le plus souvent possible sur les lieux. En ce qui concerne cette affaire, là, le meurtre de Patricia Bouchon, vous et moi, Arnaud, on s'est rendu compte qu'elle courait, qu'elle faisait son jogging loin de toute zone habitée. Ça présente 2 inconvénients majeurs. D'une part, ça augmente les risques, et d'autre part, ça diminue le nombre de témoignages à recueillir. Vous parlez de risques, Jean-Marc. Je me souviens très bien que pendant cette émission, nous avions fait référence à d'autres affaires criminelles impliquant des joggeuses et vous aviez donné des conseils de prudence aux femmes qui pratiquent le jogging. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Oui, il s'agit de simples conseils de bon sens. Moi, je recommanderais aux joggeuses de ne pas courir la nuit, de ne pas trop s'éloigner des axes de passage, de ne pas écouter de la musique afin de pouvoir entendre quelqu'un qui s'approcherait par derrière. Et puis enfin, dans la mesure du possible, de ne pas courir seul. D'ailleurs, à la suite du meurtre de Patricia Bouchon, une société toulousaine a eu l'idée de développer une application qui permet aux joggeuses d'être localisables en permanence et d'alerter discrètement leurs proches en cas de danger. Cette appli est téléchargeable gratuitement sur les téléphones portables et de nombreuses sportives l'utilisent aujourd'hui. C'est une très bonne initiative et si Patricia Bouchon avait bénéficié de cette application, elle aurait pu prévenir son mari dès le début de l'agression et peut-être aurait-on pu la sauver. Revenons à l'enquête sur le meurtre de Patricia Bouchon. Alors que les recherches pour retrouver la joggeuse se poursuivent, les gendarmes perquisitionnent son domicile, mais ils ne découvrent aucun élément intéressant. Ils interrogent alors ses proches pour cerner au mieux la personnalité de Patricia Bouchon. Cette femme, on la voit passer, mais ça fait pas très longtemps qu'elle est à Bouloc, donc elle est pas connue, elle n'est pas identifiée vraiment. Son mari parle peu. Il fera une seule déclaration au départ. Il se laisse filmer, mais le bas du corps. Il y a une vraie pudeur chez ces gens-là. Au moment de la disparition, Christian Bouchon se tient à distance des médias. Malgré les nombreuses sollicitations des journalistes, il a d'abord choisi de rester silencieux. J'ai voulu rester discret, c'est des choix. C'est des choix, on a beaucoup discuté, partagé avec la cellule de recherche. On a écouté ce qu'il fallait faire, puisque là on est vraiment perdu dans une monstrueuse machine. Moi je comprenais pas tout à fait ce que je vivais et avoir tous ces camions, tous ces micros, ces caméras autour de nous comme ça alors qu'on vivait un drame. C'était super oppressant parce qu'on avait l'impression de ne pas pouvoir vivre nos émotions. On ne pouvait pas se lâcher en fait. Mais l'extrême discrétion de la famille fait de Patricia Bouchon une véritable énigme. Qui est-elle et quel était le quotidien de cette femme ?
Patricia Bouchon était quelqu'un d'assez discret, qui travaillait à Toulouse dans un cabinet d'avocats, qui rentrait assez tard le soir, qui partait le matin après avoir effectué son jogging et qui n'avait pas de lien avec la population. Donc quand on ne connaît pas les gens, forcément, on peut être amené à se poser beaucoup de questions sur eux. Les enquêteurs recueillent tous les éléments leur permettant d'approcher la personnalité de la joggeuse disparue. Ils entendent en priorité son mari et sa fille Caroline, mais aussi ses parents, son frère et sa sœur. Ils découvrent une femme à la vie bien réglée, une femme sérieuse et réfléchie. Ma femme a disparu, j'avais 50 ans, on habite ensemble depuis l'âge de 18 ans. Donc on se connaissait parfaitement bien. Ma femme était quelqu'un qui était amoureuse de son intérieur, qui était amoureuse de ses affaires, qui ne serait jamais partie au hasard. Ce qu'elle faisait, c'était toujours à fond. Donc elle a commencé le sport aussi, c'était à fond. C'était quelqu'un de très très dur avec elle aussi. Très exigeante, oui. Volontaire, beaucoup de volonté. Alors ça, c'était incroyable. Christian Bouchon confie qu'il n'aimait pas que sa femme parte courir seule si tôt le matin. Il ajoute avoir tenté de l'en dissuader, mais à chaque fois, la détermination de son épouse était la plus forte. Je lui disais d'abord que j'étais mort d'inquiétude quand elle partait courir le matin comme ça, et qu'elle me rassurait en me disant d'abord on est à Bouloc, c'est quand même pas... Hein, qu'elle court que dans les endroits éclairés, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était quelqu'un de monstrueusement peureux. Pour elle, elle faisait extrêmement attention, donc il n'y avait pas de risque. Étant donné comme elle était prudente avec moi et comme elle me mettait, elle me rappelait à l'ordre justement pour que moi j'évite de prendre des risques, j'avais confiance au fait qu'elle fasse attention à elle. Mais au fil des années, le sport a pris dans la vie de Patricia Bouchon une place essentielle. La course à pied est devenue pour la joggeuse une véritable addiction. Une addiction qui a, semble-t-il, pris le pas sur son caractère prudent et craintif. Le sport, c'était une drogue pour elle, elle en avait besoin. C'était une obsession, si elle courait pas, elle se sentait pas bien. Elle avait, avec le temps, des tocs, des troubles qui faisaient que les journées lui semblaient vraiment très très courtes. Elle faisait énormément de choses et il fallait qu'elle court, il fallait qu'elle marche, il fallait qu'elle fasse beaucoup de choses. Et elle n'arrivait pas à sortir de ça. Les enquêteurs découvrent que Patricia Bouchon avait un emploi du temps millimétré, qui commençait par son jogging au petit matin. Ils veulent déterminer avec précision ce qu'elle faisait le reste de la journée. En creusant la piste personnelle, les gendarmes cherchent à savoir si Patricia Bouchon aurait pu avoir un amant. Et dans ce cas, aurait-elle pu être la victime d'un crime passionnel? Avec les tocs qu'elle avait, le temps que ça lui prenait, si c'est le cas, j'aimerais bien savoir quand. Vraiment, c'est impossible. C'est impossible. Et puis, elle était tellement droite qu'elle n'aurait pas pu supporter cette culpabilité, quoi. Elle était un peu dans son monde, quoi. Sa maladie, ça lui permettait pas de s'ouvrir comme ça aux autres. Cela fait maintenant 5 jours que Patricia Bouchon a disparu. Les gendarmes multiplient leurs recherches sur le terrain, tout en rassemblant le maximum d'informations sur la victime. Mais le corps de la joggeuse reste introuvable, et rien ne permet d'orienter l'enquête. C'est alors que le 19 février 2011, un individu se présente à la gendarmerie de Fronton, une commune voisine de Bouloc, et demande à être immédiatement entendu. L'homme a une révélation importante à faire. Il raconte qu'il a croisé en voiture la joggeuse sur la départementale D4, la nuit de sa disparition. Il ajoute qu'il venait juste de dépasser l'impasse dans laquelle a eu lieu l'agression. Il était alors 4h30 du matin. Quelques instants plus tard, l'attention du témoin a été attirée par un véhicule stationnant sur la chaussée tout feu éteint. À la sortie d'un virage, avec son véhicule, il va se retrouver nez à nez avec un autre véhicule qui est en plein milieu de la route, tout feu éteint, donc il va l'éviter de justesse, il va mordre le fossé, et là il va s'arrêter,
pour avoir une explication. Voilà, il va finalement décider de continuer sa route et puis voilà. Le témoin se souvient très bien avoir été intrigué par cette rencontre tout à fait inhabituelle. Il va donner une description assez précise de la personne donc, qui était au volant de ce véhicule et du véhicule qu'il décrira comme un véhicule Clio était le même que le sien. Il s'agirait donc d'une petite voiture citadine, un ancien modèle de Renault Clio série 1 avec 3 ou 5 portes. Le témoin a du mal à se prononcer sur la couleur de la voiture. Était-elle blanche ou grise? Il ne s'en souvient pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était claire. Toutes les voitures de ce modèle sont recherchées par les gendarmes. De nombreux propriétaires sont entendus. J'ai bien sûr su que les propriétaires de Clio, et d'un certain modèle de Clio, un modèle ancien, étaient recherchés parce que suite à ce témoignage-là, il y aurait bien eu la présence de cette voiture sur le lieu à ce moment-là. Les investigations des gendarmes se poursuivent bien au-delà de Bouloc. On remonte le plus loin possible pour les fameuses Clio. Il y a des vérifications qui sont effectuées. Et d'abord sur la Haute-Garonne, et sur toute la région Midi-Pyrénées. Et a priori, ils vont encore beaucoup plus loin. Et là, maintenant, on va arriver au chiffre de quelques centaines de milliers de véhicules à vérifier. Le témoin apporte aussi des éléments importants sur le conducteur qui était au volant de la mystérieuse voiture. Il va nous faire un descriptif aussi assez précis de la personne à bord de la Clio en disant qu'elle était barbue, avec un bonnet retroussé. Voilà, une personne entre 30 et 45 ans. Immédiatement, un portrait robot de cet homme est établi. On est quasiment certain que cette personne-là a un lien avec l'affaire, ou tout du moins qu'elle a vu quelque chose qui est important. Alors c'est pour ça que dans un premier temps, on se dit, si cette personne n'a rien à se reprocher, elle peut peut-être nous livrer un témoignage qui serait très intéressant pour l'affaire. Malheureusement, on n'a rien eu. Et du coup, on se dit, c'est plutôt l'agresseur. Ce portrait robot, le voici. Dans un premier temps, les gendarmes décident de ne pas le rendre public. Ce n'est qu'en octobre 2013, près de 3 ans après la disparition de Patricia Bouchon, qu'il sera finalement diffusé dans les médias. Quelques jours après l'agression de Patricia Bouchon, les gendarmes se rendent à la déchetterie de Fronton, car la collecte des ordures de Bouloc se fait très tôt le matin, à l'heure où la victime avait l'habitude de courir. Les enquêteurs veulent vérifier si les éboueurs ont été témoins de quelque chose la nuit de la disparition. Les gendarmes recensent les trajets effectués par les différents camions poubelles et se renseignent sur chaque agent. À la déchetterie, l'ambiance devient pesante. Ils n'en ont pas parlé. Ils se sont quand même reclus. Bon, ils ont sûrement dû en parler entre eux. Mais bon, c'était quand même un sujet assez tabou. Tous les éboueurs sont auditionnés à la gendarmerie de Fronton. Très vite, les enquêteurs concentrent leur attention sur un jeune homme. C'est un suspect idéal. Il connaissait Madame Bouchon, du moins visuellement. Il l'avait déjà approchée à plusieurs reprises. Il a une vie pour le moins étonnante pour un homme de son âge. Il vit chez ses parents. Il n'a a priori aucune relation féminine connue depuis des années. C'est vrai qu'il faut avoir le profil de quelqu'un qui pouvait l'avoir vu passer dans le cadre de ses tournées et qui pouvait, sur une pulsion, déraper. Les gendarmes apprennent que la nuit des faits, l'éboueur ne travaillait pas. Le jeune homme n'a donc pas d'alibi. Les enquêteurs décident de le placer en garde à vue le 25 février 2011 à 11h30. Pendant son audition, le suspect raconte qu'il se promenait seul le soir de l'agression dans les rues de Bouloc. Sous le feu des questions, il révèle alors une activité secrète qui renforce les soupçons des gendarmes. Le jeune éboueur avoue en effet passer ses nuits à fouiller les poubelles de la ville à la recherche de sous-vêtements féminins. 10 jours après la disparition de Patricia Bouchon, les enquêteurs croient tenir une piste sérieuse. C'est un homme un peu isolé, qu'on nous décrit comme pas très malin pour dire les choses un peu de façon honnête. Et finalement,
Le profil d'un criminel peut-être pas, mais d'un agresseur sexuel, ça paraît complètement crédible. Le suspect nie avoir un lien avec la disparition de Patricia Bouchon. Les gendarmes découvrent alors que le jeune homme est propriétaire d'une voiture. Et pas n'importe quelle voiture. Il possède en effet une Renault Clio retrouvée chez lui, dissimulée sous une bâche. Ce véhicule ressemble à celui qui a été vu par le témoin le soir du meurtre, près du lieu de l'agression. La presse s'empare de la nouvelle. La première garde à vue est présentée de telle façon, ou est médiatisée en tout cas de telle manière, qu'on se dit on tient peut-être l'assassin, parce qu'on pense tous que tout va aller très vite. L'emballement médiatique autour de cette première garde à vue laisse penser à Christian Bouchon que l'assassin de sa femme a été arrêté. Dans mon esprit, je me suis dit, ça y est, ils ont trouvé... Surtout quand ils mettent quelqu'un à vue, ça veut dire que quelque chose concorde. Voilà, bon, c'est pas quelqu'un au hasard qu'ils ont choisi comme ça. Donc on se dit, ça y est, ils ont trouvé. Mais à l'issue de sa garde à vue, l'homme est libéré. La perquisition de son domicile n'a rien donné. Et il a été prouvé que son véhicule Clio était hors d'état de circuler. L'éboueur ressort libre. Une nouvelle qui n'étonne pas son responsable. C'est sûr que, connaissant cet agent, ça ne peut pas être lui qui ait fait ça. C'est sûr qu'on a été soulagés quand on a appris qu'il était sorti de sa garde à vue. Ça a été beaucoup d'espoir. Beaucoup, et vraiment très dur d'accepter que ce soit pas la bonne personne. On y croit tellement, on a tellement envie, on espère tellement que le coupable ce soit lui. Aucun élément matériel n'a permis de relier le jeune éboueur au meurtre de Patricia Bouchon. Nous sommes 1 mois et demi après la disparition de Patricia Bouchon et la découverte de la scène d'agression. 20 gendarmes de la section de recherche de Toulouse restent mobilisés. Ils savent que les chances de retrouver la joggeuse vivante sont infimes. Et donc, leur priorité désormais est de retrouver son corps. La grande question, c'est le corps. Où est le corps? Tout enquêteur sait qu'un corps parle. Et si on trouve le corps très vite, on sait ça va forcément amener des éléments supplémentaires. Sauf que là, ce corps, on ne le trouve pas. C'est un employé municipal de la commune de Villematier, un petit village à 12 km de Bouloc, qui va faire la terrible découverte. Dans la journée du 29 mars 2011, il est informé par l'un de ses collègues qu'une masse volumineuse se trouve à l'intersection de la départementale 71 et du chemin de Navarre. Il se rend sur place vers 19h30. C'est un monsieur qui est à la recherche d'un chien qui a été perdu lors d'une battue. Puis il passe à côté d'un pont sur la route des Vins. Et là, il s'aperçoit, sous un pont, il remarque une silhouette. Au début, il pense que c'est un animal. Donc, justement, peut-être le chien qui est recherché. Puis il s'approche et là, il se rend compte que c'est une personne humaine. Les gendarmes sont prévenus et arrivent sur les lieux à 20h. Dans les heures qui suivent, les journalistes ont l'information. Je pense qu'il était aux alentours de 23h. J'étais encore au journal. Je reçois le coup de fil d'une source qui me dit on a retrouvé un corps. Et il y a de grandes chances que ce soit celui de Mme Bouchon. À Villematier, un périmètre de sécurité est mis en place par les gendarmes. Le cadavre a été découvert sous un pont, à 1,50 m de l'entrée d'une buse en ciment. Le corps repose dans l'eau stagnante, face contre terre. Les gendarmes constatent rapidement qu'il s'agit d'un corps de femme. Ils prélèvent les premiers indices. On apprend très vite qu'on aurait retrouvé des baskets à proximité, qu'il aurait plutôt une tenue de joggeuse, une tenue de quelqu'un qui fait du sport. Alors sans dire on a retrouvé le corps de Patricia Bouchon, il y a très peu de probabilité pour que ce soit quelqu'un d'autre que Patricia Bouchon. Le corps est transporté au CHU de Toulouse. Pour tout le monde, c'est celui de Patricia Bouchon. Et là, tout s'écroule. Ça dure un moment, quoi. Tout s'écroule parce que
Jusqu'à maintenant, inconsciemment, on est persuadé que sa femme n'est pas morte, quoi. On est persuadé qu'on va la retrouver, quoi. Et là, tout s'arrête. Parce que là, maintenant, on est sûr. Donc, tout s'arrête. Les recherches s'arrêtent. Et l'espoir s'arrête. La découverte du corps met fin à une série de questions que la fille unique de la victime ne cessait de se poser. Moi, je pensais que ma mère était torturée, qu'on lui faisait du mal, que les premiers jours, on se disait peut-être qu'elle est dans le froid, qu'elle passe ses nuits dans le froid, qu'elle est blessée quelque part et qu'on n'arrive pas à la trouver, et que ce sera peut-être trop tard qu'on va la retrouver. C'est tellement de questions horribles qu'on se pose qu'effectivement, quand on la retrouve, on est un peu soulagé parce que on se dit au moins qu'elle souffre plus, quoi. Le corps de Patricia Bouchon entre en salle d'autopsie le 30 mars 2011. La victime est vêtue d'un pantalon de jogging bleu marine, baissé sous les fesses. Elle porte une culotte blanche. Son t-shirt et son soutien-gorge sont remontés au-dessus de la poitrine. Le légiste note que Patricia Bouchon pesait 43 kilos et mesurait 1,64 m. Commence ensuite l'examen externe du corps. Le visage porte la trace de plusieurs plaies contuses. Le nez est fracturé, l'arrière droit du crâne également. Ce sont ces blessures qui expliquent vraisemblablement les taches de sang découvertes sur la scène de l'agression. En examinant l'intérieur de la bouche de la victime, le médecin note la présence d'une mèche de cheveux coincée entre les dents. En tirant sur cette mèche, il extrait du fond de la gorge un gant en latex. Cette découverte du gant au niveau buccal est quand même très étonnante, très inquiétante. Alors donc c'est une lésion très probablement occasionnée du vivant de la personne. Est-ce qu'on a essayé de l'étouffer? Est-ce qu'on a essayé d'introduire un objet pour la bâillonner, la suffoquer? Le légiste va ensuite chercher à déterminer les causes de la mort. Plusieurs lésions traumatiques musculaires sont repérées au niveau du cou. L'autopsie met ensuite en évidence différentes lésions au niveau du larynx. Il suffit d'une pression pas si importante que ça sur la glotte, sur la gorge, sur le cartilage thyroïde pour le fracturer et pour empêcher l'air de passer. Donc la strangulation en tant que telle ne demande pas une force considérable. Ce qui demande une certaine force, c'est la neutralisation de la victime d'une manière ou d'une autre. Un premier scénario de l'agression se dessine. Il est possible aussi que les cris de la victime aient encouragé le passage à l'acte du côté de la strangulation, puisque c'est aussi à la fois un moyen de neutraliser la victime, mais aussi d'empêcher de crier. En poursuivant son examen, le médecin légiste constate une fracture du haut de la colonne vertébrale. Pour le docteur Bernard Marc, c'est la trace d'une strangulation particulière. La façon d'étrangler la personne indique une certaine maîtrise de technique. C'est des techniques de combat commando, des techniques qui sont apprises dans certains arts martiaux ou dans certaines professions qui sont autour de la sécurité. Cette lésion traumatique osseuse a pu entraîner la mort de Patricia Bouchon, car une rotation cervicale importante peut stopper les commandes des muscles respiratoires. Le médecin légiste poursuit ses constatations. Aucune trace de violence sexuelle n'est constatée. Aucune trace de sperme n'est isolée. Les vêtements de la joggeuse sont envoyés au laboratoire pour une recherche d'ADN. Dans le cas d'une immersion de corps, nous sommes dans des conditions plus compliquées, puisque nous allons être dans un milieu qui, d'une part, va avoir un effet de lavage avec l'eau, mais également dans un milieu où les bactéries vont avoir tendance à proliférer. L'idéal serait d'avoir un corps conservé dans une eau à basse température, où là, l'ADN se conserverait le mieux. Les prélèvements ADN permettent d'identifier un ADN partiel masculin sur le bonnet du soutien-gorge. Lorsque un ADN est de bonne qualité et en quantité suffisante, il va être parfaitement bien identifié par tous les critères qui sont exigés aujourd'hui. Mais il est des cas où l'ADN est soit en petite quantité, soit est partiellement dégradé. Et dans ces cas-là, on n'arrive pas à voir toutes les caractéristiques de cet ADN. On n'en a qu'une partie. À l'issue de l'examen médico-légal, les enquêteurs savent que Patricia Bouchon a été frappée à main nue, puis étranglée. Elle était déjà morte quand son tueur a caché son cadavre dans la buse.
Bien qu'aucune trace d'agression sexuelle n'ait été constatée lors de l'autopsie, il est fort probable que l'agresseur de Patricia Bouchon avait l'intention de la violer. En ce qui concerne le gant en latex, retrouvé dans la gorge de la victime, les enquêteurs vont apprendre que Patricia avait l'habitude d'en porter quand elle partait courir dans le froid. Son agresseur a certainement utilisé ce gant pour empêcher la joggeuse de crier. Le 5 avril 2011, Patricia Bouchon est inhumée à Toulouse. De leur côté, des gendarmes poursuivent leur enquête. Ils entendent des centaines d'individus, décortiquent le moindre témoignage, vérifient des dizaines de véhicules et placent en garde à vue plusieurs suspects. Mais aucune piste n'aboutit. En parallèle, ils se concentrent sur le mode opératoire et sur le profil psychologique du meurtrier. Grâce au témoignage du conducteur qui roulait sur la route de Fronton, les gendarmes savent qu'un homme se trouvait dans une voiture à l'arrêt, tout feu éteint, à quelques mètres de l'impasse dans laquelle Patricia Bouchon a été agressée. Mais que faisait-il dans sa voiture? Avait-il repéré Patricia Bouchon? Pour nous, effectivement, cette personne, ça pourrait être évidemment, forcément, l'auteur du crime. J'ai maudit cet assassin. Ça devait être quelqu'un qui devait la suivre le matin. Il l'a aperçu un jour, en train de faire son jogging, et il s'est dit, je retournerai demain pour voir si elle repasse de nouveau à cet endroit. Certainement qu'il a surveillé. L'homme qui est dans le véhicule à l'arrêt ne peut pas ignorer qu'il a été vu. Le témoin l'a regardé, a ralenti à son niveau, et l'individu suspect n'a pas bougé. Que peut-on déduire de cette attitude? Le docteur Fabien Aubat a une explication. Le fait qu'il ait pas voulu se soustraire au lieu après avoir été potentiellement identifié pourrait laisser penser qu'effectivement le sujet ou l'auteur des faits était occupé par d'autres déterminations dans sa tête et qu'il n'était peut-être pas tout à fait dans un état normal, parce qu'un individu normalement structuré s'inquiéterait d'avoir été vu dans les minutes qui précèdent son forfait. Lui ne l'a pas été visiblement. Alors donc c'est quand même une attitude potentiellement téméraire et qui traduit là une absence totale d'organisation ou de prudence nécessaire pour échapper ensuite aux enquêteurs. Les enquêteurs réfléchissent autour des deux lieux connus de l'affaire. L'impasse de l'agression et la buse dans laquelle le corps a été découvert. Le psychiatre Fabien Aubat envisage l'existence d'un troisième lieu. On a deux lieux bien identifiés. Le lieu qui semble correspondre à la scène de crime, lui-même dédoublé en deux, puisqu'il y a un endroit où il y a eu les premiers coups et l'endroit où sans doute elle a trouvé la mort, et puis le lieu de découverte du cadavre. Si on suppose que tout a été fait dans le même mouvement, on peut supposer effectivement que l'auteur des faits a chargé le cadavre dans sa voiture et l'a emmené jusqu'au lieu où il a été découvert. Mais rien n'exclut qu'il n'y ait pas eu un troisième lieu. C'est-à-dire qu'entre le moment de la mort et le dépôt du cadavre dans la buse, sous la route, il y a eu un endroit où le cadavre a été stocké, où il a reposé pendant quelque temps. Et à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de savoir où d'abord ça s'est produit, ce stockage entre guillemets, et savoir ce qui s'y est passé pendant ce stockage-là. Les enquêteurs ont acquis la certitude que l'homme qu'ils recherchent est un prédateur sexuel. Un homme qui guettait sa proie dans les rues désertes de Boulogne. Mais est-ce que le meurtrier de Patricia Bouchon avait l'intention de la tuer? Peut-être le but de cette agression avait un arrière-plan uniquement sexuel et que ensuite, effectivement, la victime s'étant relativement défendue face à son agresseur, le comportement homicide se soit enclenché sans qu'il ait été dans l'intentionnalité initiale de l'auteur. Patricia Bouchon aurait eu le malheur, en faisant son jogging, de passer au mauvais endroit, au mauvais moment. L'absence d'organisation initiale de la scène de crime laisse plutôt penser qu'effectivement c'est une rencontre de hasard. Parce que si ça avait été une rencontre programmée et structurée, on peut quand même imaginer que le sujet se serait entouré d'un certain nombre de précautions, ou emmené avec lui, apporté avec lui peut-être des objets ou des éléments permettant de neutraliser la victime. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il nous explique pourquoi il s'est arrêté ce jour-là, pourquoi il en est arrivé à ça, quelle intention il avait. Pour les gendarmes, le mobile de l'agression est de toute évidence sexuel. Ils consultent donc le fichier judiciaire des auteurs de ce type d'infraction.
Il découvre que 7 délinquants sexuels vivent à Boulogne. Ces individus sont entendus. Leurs domiciles sont perquisitionnés. Leur profil ADN est récupéré et comparé avec l'ADN partiel retrouvé sur le soutien-gorge de la victime. Les vérifications les mettent finalement tous hors de cause. L'agression sexuelle reste tout de même le mobile le plus sérieux de cette affaire. À moins qu'il n'y ait eu des choses beaucoup plus complexes dans l'hypothèse où l'auteur serait psychotique, des choses à la fois peut-être délirantes, pas forcément sexuelles, et qu'ensuite se soient greffés des comportements sexuels là-dessus. Tout dépend de la personnalité de l'auteur. L'hypothèse d'un auteur déséquilibré mentalement a été envisagée. Pour tenter de comprendre la personnalité du prédateur, les experts de la gendarmerie vont essayer de décortiquer la petite phrase prononcée par l'agresseur la nuit du crime. Quelle est la signification de ce « excuse-moi » entendu par les témoins? Comment interpréter cette phrase? Le fait qu'il ait émis des regrets pose plusieurs questions en soi. D'abord, c'est visiblement pas un professionnel de l'homicide, donc il a perdu son contrôle émotionnel à ce moment-là. Ensuite, ce désordre émotionnel, il va traduire implicitement de la culpabilité. Sans doute que le passage à l'acte a excédé ce qui était dans l'intentionnalité de départ. L'agresseur semble s'être laissé déborder par ses émotions, avant de reprendre ses esprits pour dissimuler le corps de la joggeuse sous une buse. Le tueur a ensuite repris le cours de sa vie. Le 9 février 2015, soit près d'un an après la diffusion de notre émission, l'affaire Patricia Bouchon a connu un incroyable rebondissement. Les gendarmes ont en effet arrêté un habitant de Bouloc, un certain Laurent Dejean, âgé de 35 ans. Il a été mis en examen pour le meurtre de la joggeuse et immédiatement incarcéré. Le jour de l'arrestation du suspect, le procureur de la République de Toulouse a fait une conférence de presse au cours de laquelle il a déclaré « Nous n'en sommes pas au stade des preuves, mais des indices graves et concordants qui vont être soumis à la contradiction de la défense pour permettre, c'est en tout cas ce que nous devons espérer, de faire émerger la vérité. » Jean-Marc, cette phrase donne le sentiment que le procureur n'est pas sûr de lui. Selon vous, pourquoi a-t-il fait cette déclaration? Le procureur de la République se montre légitimement prudent. Il faut savoir que les enquêteurs ont dans le collimateur Laurent Dejean depuis 1 an et qu'il a été placé en garde à vue à 2 reprises sans que ces gardes à vue ne débouchent sur une mise en examen. Ces 2 gardes à vue ont duré en temps cumulé 47 heures 30 minutes. Or, on le sait, en matière d'homicide, la durée totale de garde à vue ne peut pas excéder 48 heures. Donc il reste aux enquêteurs une demi-heure pour éventuellement entendre Laurent Dejean. C'est impossible. Ça ne permettrait même pas de lui notifier dans les formes légales son placement en garde à vue. Il ne reste donc qu'une possibilité, c'est mettre en examen Laurent Dejean. Négar, est-ce que cela veut dire qu'un juge d'instruction peut interroger un suspect qui a été mis en examen autant de fois et aussi longtemps qu'il le souhaite? Oui Arnaud, quand le juge d'instruction décide de mettre le suspect en examen, il prend le relais des enquêteurs qui ne pourront plus l'interroger comme vient de le préciser Jean-Marc. Le juge d'instruction entendra alors le mis en cause une première fois pour le mettre en examen et puis autant de fois et aussi longtemps qu'il l'estimera utile à la manifestation de la vérité avec pour seule limite les droits de la défense. Il faut évidemment que l'état de santé et d'éveil du mis en examen soit suffisamment convenable pour qu'il puisse comprendre les questions posées et y répondre. Dans sa déclaration, le procureur parle d'indices graves et concordants qui ont permis de mettre en examen Laurent Dejean. Dans le code de procédure pénale, qu'est-ce qu'on entend par indices graves et concordants? Alors il faut bien comprendre que le statut de mise en examen est lourd de conséquences puisqu'il peut donner lieu à un placement sous contrôle judiciaire, voire en détention provisoire. Alors c'est la raison pour laquelle le code de procédure pénale exige l'existence d'indices graves ou concordants, c'est la formule, précisément pour éviter au juge d'instruction de mettre en examen sur une simple intuition ou sur des indices qui seraient légers. Alors concrètement, et pour donner un exemple, une personne dont le seul indice de culpabilité résulte des déclarations d'un témoin ou de la victime ne sera pas mise en examen dès lors que ces déclarations ne sont pas circonstanciées parce que l'indice ne sera pas considéré comme étant suffisamment grave. En revanche, si on y ajoute d'autres indices, comme par exemple la preuve matérielle de sa présence sur le lieu des faits, alors il pourra être mis en examen parce que les indices seront devenus concordants.
Jean-Marc, revenons à notre affaire. Le premier indice qui a permis d'arrêter Laurent Dejean, c'est le portrait robot qui a été établi dès le début de l'enquête. Dès que ce portrait robot a été publié dans les médias, et notamment dans Non Élucidé, plusieurs témoins se sont manifestés pour dire qu'ils reconnaissaient Laurent Dejean. Mais ce qui est incroyable, c'est que les enquêteurs aient attendu 3 ans avant de le diffuser. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de le publier ? Je reconnais que c'est extrêmement étonnant. En général, dans une enquête, quand on a peu d'éléments d'enquête et qu'on a un portrait robot, on le diffuse assez rapidement pour essayer de faire remonter des informations. Évidemment, ça a pour inconvénient de recevoir énormément d'informations et d'être obligé de faire un tri important entre le vrai, le moins vrai, le faux, etc. Ça oblige à vérifier un tas de choses. Mais néanmoins, ça peut permettre de faire remonter des informations utile. Là, ce portrait robot n'a été diffusé que 3 ans après et a quand même fait évoluer l'enquête de manière importante. Et il faut préciser d'ailleurs que s'il a été diffusé, c'est sous la pression des enquêteurs et de la famille. On peut légitimement se poser la question de savoir si cette enquête n'aurait pas pris un tour entièrement différent si ce portrait robot avait été diffusé plus tôt. Autre indice troublant, le témoin principal a déclaré que l'homme qu'il a vu le soir des faits était dans une Clio blanche ou grise. Or, les enquêteurs ont recueilli plus d'une vingtaine de témoignages selon lesquels Laurent Dejean possédait à cette époque une Clio de couleur claire. Oui, mais ça, il l'a toujours nié et les enquêteurs n'ont pas réussi à le prouver. Ça peut paraître étonnant, mais il y a plusieurs explications possibles. D'une part, le système d'immatriculation des véhicules automobiles a été profondément modifié en 2009. Jusqu'en 2009, les voitures étaient immatriculées par département et à chaque fois que la voiture changeait de propriétaire et de département, son numéro changeait. Depuis 2009, on a un système d'immatriculation nationale. La voiture garde le même numéro d'immatriculation de sa création jusqu'à sa destruction. Il y a donc 2 systèmes qui cohabitent. Il faut faire une double enquête quelque part. D'autre part, le fichier des cartes grises accole le type de la voiture, le numéro de la voiture et le propriétaire de la voiture, pas l'utilisateur de la voiture. Il se peut donc tout à fait que Laurent Dejean ait été simplement l'utilisateur de la voiture sans en être le propriétaire. Et puis il y a un troisième problème qui se pose de temps en temps, c'est que des vendeurs omettent de signaler à la préfecture la vente de leur voiture et que des acheteurs omettent plus ou moins volontairement de signaler l'achat de cette voiture. Dans ce cas-là, la voiture reste immatriculée au nom de l'ancien propriétaire. Une de ces 3 hypothèses est possible, c'est la raison pour laquelle les enquêteurs n'ont pas pu associer le nom de Laurent Dejean à un véhicule Clio, d'autant qu'il y a 8 500 000 Clio qui ont été produites en France. Ensuite, il y a le profil psychologique de Laurent Dejean, un homme décrit comme instable et violent. Oui, ses voisins le décrivent comme quelqu'un de colérique, un témoin parle même d'un homme volcanique et sanguin. Des gens le voient rôder dans Bouloc la nuit au volant de sa voiture. Et je reprends les termes du procureur de la République lors de sa conférence de presse, comme un oiseau de nuit, privé de sommeil, adepte des paradis artificiels, alcool et toxiques divers. Les gendarmes ont également découvert que dans les jours qui ont suivi les faits, Laurent Dejean ne s'est pas rendu à son travail et qu'il a multiplié des séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Oui, c'est vrai, cet homme semble avoir un profil psychologique fragile. Pendant sa garde à vue, quand les enquêteurs lui montrent la photo de Patricia Bouchon, il l'embrasse, il pleure et il s'excuse. Il raconte également à des collègues de travail qu'il se sent responsable de la disparition de Patricia Bouchon, mais qu'il n'en éprouve aucun remords. Ce sont quand même des comportements extrêmement troublants. Et dernier élément à charge, pour se rendre à son travail, Laurent Dejean empruntait tous les jours la départementale 71, autrement dit la route sous laquelle le corps de Patricia Bouchon a été découvert. C'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments. Il est reconnu grâce au portrait robot, il connaît bien le secteur, il erre la nuit au volant de sa voiture dans les rues de Bouloc, il a un profil psychologique fragile. Oui, tout ça, ça fait beaucoup de choses, peut-être des indices graves ou concordants, mais en tout cas, pas de preuves matérielles. Oui, il faut préciser que Laurent Dejean n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et à ce sujet, on sait qu'un homme est présumé innocent tant que la justice ne l'a pas définitivement condamné. Négar, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce grand principe qui est la présomption d'innocence? Oui, Arnaud, effectivement, ce principe de la présomption d'innocence est fondamental dans notre droit et il est surtout très vieux parce qu'il est énoncé dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen auquel aujourd'hui notre Constitution fait référence. Ce principe, il faut le comprendre d'un point de vue procédural. Il signifie que c'est au
parquet de démontrer que la personne poursuivie est bien coupable et non à cette dernière de prouver son innocence. Il faut bien comprendre que si les dés étaient jetés, si on partait du principe que la personne poursuivie était effectivement coupable, alors elle n'aurait aucune marge de manœuvre pour pouvoir se défendre et la tenue même d'un procès serait absolument inutile. En fait, c'est très simple, le respect de ce principe, c'est la garantie d'un procès équitable. Le 15 février 2018, Laurent Dejean a été renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Ses avocats ont décidé de se pourvoir en cassation pour tenter de faire annuler cette décision. La famille de Patricia Bouchon va donc devoir attendre encore plusieurs mois en espérant qu'un jour, un procès ait lieu et que la vérité éclate enfin.